une alliance de la gauche wallonne. La Nouveau Front Populaire serait-elle envisageable au niveau régional? Une alliance style Nouveau Front Populaire à la française, ça n'a pas de sens dans le système belge parce que ce n'est pas du tout le même système politique. En France, il y a un scrutin majoritaire à 2 tours, donc les partis de gauche doivent se rassembler au premier tour pour être au deuxième tour et pour avoir des élus. Sinon, ils auront beaucoup moins d'élus et du coup, c'est la droite qui gagne. En Belgique, c'est pas du tout comme ça. On a un système de vote proportionnel, donc tout le monde peut se présenter et tout le monde peut avoir des élus. Et la gauche progresse beaucoup plus comme ça qu'autrement. Et là-dessus, tous les partis de gauche sont d'accord. Allez-vous reproduire la majorité communale de Mons ailleurs? Alors, les prochaines élections communales, c'est seulement dans 5 ans. Et donc, c'est très difficile de dire ce qu'on fera dans 5 ans. Il faut d'abord qu'on gagne les élections pour qu'on puisse rentrer dans des majorités communales. Mais 5 ans, c'est très, très long. En tout cas, nous, on a toujours essayé de faire les majorités les plus progressistes possibles. On a toujours jugé au cas par cas en fonction de la situation locale. Et quand on peut faire des alliances vraiment progressistes, évidemment, c'est toujours notre choix de cœur. Est-ce que le PS va quitter les majorités communales avec l'EMR? C'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait des coalitions avec la droite, avec l'EMR notamment, mais il y a malheureusement des cas où on ne peut pas faire autrement. Chaque fois qu'on peut faire autrement, on fait des alliances beaucoup plus à gauche. Moi, à Charleroi, j'avais fait une majorité avec le CDH et Écolo, parce que le PTB ne voulait pas. On a refait cette fois-ci une majorité avec les engagés, parce que malheureusement, il n'y a plus d'écolo et que le PTB ne veut toujours pas. Mais on fait tout, en tout cas, pour éviter des coalitions avec la droite. C'est toujours mieux d'avoir une coalition la plus à gauche possible. Mais pour ça, il faut un parti socialiste fort. Et donc, on continue à se battre pour continuer à avoir la plus large confiance possible de la population. Que pensez-vous de la stratégie de la gauche qui consiste à faire l'autruche pendant que la droite occupe l'espace médiatique? Alors moi, je fais vraiment pas du tout l'autruche. Je pense que je fais pratiquement un média tous les jours, qu'on est extrêmement combatif aussi au Parlement, qu'on met des extraits de nos interventions au Parlement sur les réseaux sociaux pour montrer les causes qu'on défend. Donc non, on ne fait pas du tout l'autruche, mais par contre, j'ai aucune envie de répondre à toutes les provocations quotidiennes du MR et de son président. Franchement, ça, c'est juste lui dérouler le tapis rouge, c'est juste faire en sorte que ce soit ces sujets qui soient au cœur du débat, alors que nous, on veut que ce soit les sujets qui sont pour nous fondamentaux, le pouvoir d'achat, les salaires, le travail, le logement, la mobilité, la transition climatique. C'est de ça qu'on veut parler et pas de la dernière petite anecdote ou de la dernière petite provocation du MR. Qui surveille les surveillants dans le sens où le PS a-t-il mis en place des choses pour éviter les détournements et corruptions comme dans le passé? Alors moi, depuis que je suis arrivé à la présidence du PS, j'ai été vraiment absolument intransigeant vis-à-vis de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas respecté nos valeurs, même s'ils n'ont pas été condamnés par la justice. Mais on a des valeurs de justice, de solidarité, de respect de tous les principes démocratiques, de lutte contre le racisme, etc. Et donc le premier qui fait le moindre écart par rapport à ça, il est sanctionné, il est exclu. On a exclu pas mal de gens ces derniers temps parce que je pense que c'est très important de montrer que nos valeurs, elles ne sont pas négociables. Pourquoi ne pas réformer le parti en écartant les éléments problématiques? C'est la même question. Ça, on l'a fait. On a écarté tous les éléments problématiques, tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, par leur comportement, ne respectaient pas nos principes et nos valeurs, on les a écartés et on continuera à le faire. Le PS aujourd'hui est-il fidèle à l'esprit du PS d'autrefois? Le socialisme, il évolue avec le temps. Alors, on est évidemment fidèle, très fidèle à nos principes fondateurs qui sont la défense des principes démocratiques, des libertés publiques, du travail, de la justice sociale, de la lutte contre toutes les formes d'inégalité, toutes les formes de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, toutes les formes de discrimination. Ça, c'est vraiment la ligne continue des principes du Parti socialiste. Mais les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas forcément les problèmes d'hier. Par exemple, il y a 50 ans, personne ne parlait du problème de la transition climatique. Or, aujourd'hui, c'est devenu un élément essentiel et donc on est devenu éco-socialiste pour être à la hauteur de ces enjeux. La droite tape sur la gauche et la gauche tape sur la gauche. On a l'air un peu con, non. Moi, ça m'amuse jamais de devoir me disputer avec des gens de gauche. Malheureusement, j'ai bien dû constater pendant la dernière campagne électorale que j'étais systématiquement matraqué par le PTB. C'est pas très agréable dans les débats. On préfère que ce soit la droite qui s'attaque à nos positions. Donc j'ai bien dû répondre un certain nombre de fois. Depuis lors, ça va mieux quand même, depuis les élections. On est dans l'opposition, donc ça change beaucoup les choses. On est dans l'opposition face à des gouvernements de droite partout. Et donc, il y a beaucoup moins de bisbrouilles entre partis de gauche. Et on veille surtout à concentrer nos critiques, nos réponses sur les politiques qui sont menées par les gouvernements de droite. C'est quoi être de gauche? Alors ça, je pense que si on pose la question aux militants et aux hommes et femmes qui se reconnaissent comme des hommes et femmes de gauche, chacun aura sa réponse.
parce que chacun entre dans le combat politique avec ses propres valeurs, avec ses propres combats. Moi, par exemple, c'est vraiment la lutte contre l'extrême droite, la lutte contre le racisme qui a été pour moi le déclencheur quand j'avais une quinzaine d'années et qui a fait que je me suis senti naturellement à ma place parmi les hommes et les femmes de gauche. Et puis à partir de là, j'ai élargi petit à petit à d'autres sujets, à la question du travail, à la question des salaires, à la question des droits des travailleurs, à la question du climat. Il y a toujours une porte d'entrée. Et puis ce qui est très important, c'est de voir comment on élargit pour être sur l'ensemble des principes de gauche. On voit par exemple aujourd'hui que plein de jeunes qui étaient mobilisés pour les marches climat il y a 7-8 ans, aujourd'hui sont ceux qui sont en pointe dans la défense de Gaza, dans la lutte contre le génocide en cours à Gaza. Donc c'est très intéressant de voir qu'un sujet peut vous amener vers des valeurs de justice, des principes de solidarité, et puis que vous l'étendez vers d'autres combats. C'est comme ça qu'on élargit les fronts. Qu'est-ce que le socialisme en 5 mesures concrètes? Alors la politique, ça ne se résume pas à 3 ou 4 mesures, 3 ou 4 principes, mais bon, ce qui définit fondamentalement le socialisme depuis toujours, depuis 140 ans, c'est la défense des travailleurs. Ça, c'est vraiment le cœur de notre combat. Donc, c'est la défense des salaires, parce que les gens qui travaillent, ils ont le droit d'être correctement rémunérés. C'est la défense des droits des travailleurs, parce que pour beaucoup de gens, le travail est encore difficile, les conditions de travail sont extrêmement difficiles, et que du coup, ils n'arrivent pas à tenir jusqu'à 67 ans comme la droite voudrait les y forcer. C'est la défense de tous les mécanismes de solidarité, la sécurité sociale, ça paraît peut-être un peu abstrait comme ça, mais si tout le monde peut se faire soigner, vous avez un accident, vous tombez brutalement malade, on vous prend à l'hôpital, on vous soigne et on ne vous demande pas de sortir votre carte de crédit ou votre portefeuille, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Ça, c'est grâce aux socialistes et ça reste évidemment pour nous un combat absolument fondamental. Je dirais aussi la lutte contre toutes les formes d'inégalité et notamment les inégalités entre les femmes et les hommes qui malheureusement restent beaucoup trop répandues aujourd'hui et le racisme, les discriminations qui malheureusement aussi ont tendance à repartir à la hausse. Et puis je dirais finalement aussi la lutte contre le dérèglement climatique, être vraiment un acteur central dans la transition climatique, faire que chacune et chacun puisse être protégé contre les catastrophes naturelles qui arrivent de plus en plus. Il y a eu 70 000 morts en Europe cet été à cause de la canicule. On en parle très peu, mais c'est un fait. Il y a eu 40 morts à cause des inondations il y a quelques années en Wallonie. Donc c'est vraiment devenu des combats pour nous aussi essentiels. C'est quand que le PS se réconcilie avec la gauche? Alors ça, c'est une drôle de question, parce que le PS, c'est la gauche. Le PS, c'est vraiment la colonne vertébrale de la gauche depuis toujours, depuis 140 ans. Si on n'avait pas été là, il y aurait personne qui aurait pu faire en sorte qu'on se batte pour le suffrage universel. Si on n'avait pas été là, je vous rappelle qu'à l'époque, les gens ils travaillaient 70 heures par semaine, que les enfants travaillaient à partir de l'âge de 12 ans, en ce compris le soir, en ce compris parfois la nuit. Il n'y avait aucun mécanisme de solidarité. Tout ça, c'est nous qui l'avons construit avec les organisations syndicales, avec l'ensemble du mouvement ouvrier. Et donc, on reste le cœur de la gauche. Alors aujourd'hui, il y a d'autres formes de gauche qui s'expriment, c'est très bien. On essaie de créer un dialogue le plus constructif possible, mais on reste quand même vraiment cette colonne vertébrale. Quand est-ce que le PS deviendra véritablement antiraciste? Le PS, il est antiraciste depuis 140 ans. Quand vous relisez notre histoire, qui s'est battu pour que les travailleurs étrangers aient les mêmes droits syndicaux que les travailleurs belges? C'est les socialistes. Qui s'est battu pour que le racisme soit considéré comme un délit? C'est les socialistes. La loi qui fait du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme un délit, c'est la loi Moreau, du nom d'un ancien ministre socialiste, qui a fait que ça devienne un délit. Qui s'est battu pour les régularisations, pour les droits de vote des étrangers? À nouveau, c'est les socialistes. Donc l'antiracisme, il est vraiment au plus profond dans nos gènes. Est-il possible de ralentir les réformes en cours? Objectivement, c'est très compliqué. Il ne faut pas s'en cacher. On a un gouvernement qui avance comme un rouleau compresseur, qui n'écoute absolument personne, qui n'écoute pas la société civile, qui n'écoute pas les enseignants, qui n'écoute pas les syndicats, qui n'écoute pas le personnel soignant, qui se moque des médias publics, qui se moque des journalistes indépendants, qui attaquent tout qui essaye de ralentir leur marche infernale vers la régression sociale. Mais ça ne nous démoralise pas. Nous, on se bat avec nos armes sur le terrain. On est aux côtés du mouvement social. Moi, je suis dans toutes les manifs. On est aux côtés de la société civile et on est au Parlement. Et au Parlement, on fait notre travail d'opposition. Et ça paye parfois. Alors, parfois, on arrive quand même à les faire reculer. Bon, c'est vrai que c'est difficile, mais par exemple, sur la limitation dans le temps des allocations de chômage, quand on leur a dit, mais vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui très souvent sont des femmes, qui travaillent à temps partiel, ce n'est pas leur choix, et qui ont un petit complément de chômage, et à cause de vous, elles vont devoir arrêter de travailler. Eh bien là, ils ont reculé. Quand on leur a dit, vous savez que par exemple, que le statut d'artiste, c'est techniquement une allocation de chômage, donc il y a des milliers d'artistes qui n'auront plus de revenus. Là, ils ont aussi reculé.
quand on leur a dit par exemple que ne pas tenir compte du congé de maternité pour le calcul de l'âge de la pension, c'était une discrimination scandaleuse à l'égard des femmes, puisque par définition, c'est les femmes qui prennent le congé de maternité. Là aussi, on les a fait reculer. Donc on lâche rien, on continue à se battre et on espère pouvoir continuer à les faire reculer et continuer à porter des propositions qui aillent dans le sens de plus d'égalité, plus de justice. Le PS est moins engagé que le MR sur l'entrepreneuriat. Pourquoi? Alors moi, j'ai toujours défendu les entrepreneurs, les vrais, c'est-à-dire les gens qui créent de l'activité économique, qui créent de l'emploi, qui respectent leurs travailleurs, qui les rémunèrent correctement pour le travail qu'ils ont fait. Et de ce point de vue-là, on a toujours été extrêmement actifs, à la fois à l'échelle du fédéral, où avec Pierre-Yves Dermagne, par exemple, on a énormément soutenu pendant la crise du Covid toutes les entreprises qui étaient confrontées à une perte de chiffre d'affaires, puisqu'il n'y avait plus d'activité pendant le Covid. C'est grâce à nous qu'ils ont pu s'en sortir et qu'ils ne sont pas tombés en faillite. On a soutenu à l'échelle de la région aussi, et même dans les villes et dans les communes, on soutient les petits commerçants, les petits indépendants. Mais par contre, c'est vrai que les très grandes entreprises, les grandes multinationales qui font d'énormes bénéfices sur le dos des travailleurs, qui distribuent ça à des actionnaires qui très souvent sont à l'étranger, en plus en France, aux États-Unis ou ailleurs, et qui ne respectent pas leurs travailleurs et qui ne les payent pas correctement, là on le dénonce parce que ça ne va pas. Quelles sont vos idées pour lutter contre la criminalité? D'abord, il ne faut jamais perdre de vue que la criminalité, c'est la conséquence d'une société qui ne va pas bien. Dans les sociétés qui sont des sociétés les plus justes, dans les sociétés où il y a moins d'inégalités, où il y a moins de pauvreté, où il y a des services publics forts qui permettent l'accueil de l'enfance, une bonne éducation, l'accompagnement des jeunes, etc., il y a beaucoup moins de criminalité. Par contre, dans les sociétés très injustes, dans les sociétés où il y a énormément d'inégalités, de pauvreté, où il n'y a pas de lieu pour accompagner les gens dans les moments de la vie un peu plus compliqués, comme l'adolescence par exemple, c'est là qu'on a le plus de criminalité. Donc il ne faut jamais oublier ça. La criminalité, elle ne tombe pas du ciel, elle vient des problèmes de la société. Après, il ne faut pas non plus être naïf, on a besoin aussi de répression. Moi, j'ai été bourgmestre pendant 12 ans, j'ai vu les ravages que fait la drogue, par exemple, dans nos quartiers. J'ai vu des gamins qui étaient complètement exploités pour aller vendre de la drogue ou pour faire le guet pendant que d'autres vendaient de la drogue, et puis qui tout d'un coup se faisaient arrêter et finissaient en prison. Ça, c'est vraiment une catastrophe à la fois pour ces personnes, pour les gens aussi qui ont des tas de problèmes d'addiction à cause de ces drogues qui sont absolument répandues partout. C'est une catastrophe pour les familles. Donc oui, il faut s'attaquer au fléau de la drogue. Et oui, quand on voit quelqu'un qui est en train de vendre des drogues qui sont extrêmement dangereuses, il faut l'arrêter et il faut le condamner. Qu'est devenu l'écosocialisme? L'écosocialisme, c'est notre ligne politique. Finalement, c'est une philosophie très simple qui est de dire qu'aujourd'hui, les inégalités environnementales et les inégalités sociales, c'est presque toujours la même chose. C'est toujours ceux qui ont les plus gros patrimoines, qui ont les plus gros revenus, qui sont le plus responsables des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'ils ont des très grandes maisons, des très grosses voitures, qui partent très souvent en vacances, qu'ils achètent des tas de biens, et donc ils émettent 10 fois plus, parfois 100 fois plus de gaz à effet de serre que la moyenne. En revanche, ceux qui subissent les conséquences des catastrophes climatiques, c'est toujours les plus pauvres. C'est toujours les plus pauvres qui subissent les inondations. C'est les plus âgés, les plus malades qui subissent les canicules. C'est les gens qui habitent dans les quartiers les plus dégradés qui subissent la pollution de l'air et qui vont le vivre dans leur chair à travers les maladies qu'ils vont développer. Et donc, inégalité sociale, inégalité environnementale, c'est vraiment les mêmes combats. Et puis, s'investir massivement dans la transition climatique, c'est franchement améliorer les conditions de vie des gens. Quand vous avez des logements qui sont bien isolés, la facture d'énergie diminue et c'est plus agréable à vivre. Quand vous avez une mobilité qui est bien organisée, il y a moins de bruit, il y a moins d'insécurité routière. Quand vous avez des espaces verts à côté de chez vous, des cantines scolaires gratuites avec une alimentation de qualité, c'est bon pour tout le monde et en particulier pour ceux qui ont les plus grandes difficultés sociales. Donc la transition climatique, c'est aussi un levier vers plus de justice sociale. La vente d'armes depuis la Wallonie. Alors c'est vrai que la Wallonie a une tradition qui remonte à plus de 1000 ans de production d'armes, parce que c'était dans la principauté de Liège qu'étaient produites ces armes, et qu'aujourd'hui c'est une industrie qui est une industrie florissante, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vendre des armes à n'importe qui. Et donc il y a des règles extrêmement strictes en Wallonie pour que les armes ne soient vendues qu'à des pays sûrs et pour assurer simplement la protection. Et donc on le vend à des services de police ou à des armées qui protègent simplement leur territoire, comme l'Ukraine par exemple, qui se protège contre l'agression du dictateur sanguinaire Vladimir Poutine. Et donc ça doit rester notre règle. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a très clairement, dès le début des offensives du gouvernement israélien contre Gaza, et déjà bien avant, à travers
la colonisation de la Cisjordanie par le gouvernement israélien, on avait interdit toute vente d'armes vers Israël et on a mis clairement un embargo sur toutes les armes vers Israël. La répression policière contre les manifs palestiniennes, quel est votre avis? Moi, je suis pour la liberté d'association, la liberté de manifestation la plus générale possible. Il faut vraiment que chacun puisse s'exprimer, se réunir. Je regrette toujours qu'il y ait des répressions policières. Malheureusement, dans certains cas, il y a une forme d'emballement qui se fait. Moi, je l'ai vécu comme bourgmestre, en tout cas. C'est arrivé très, très, très rarement. Mais il y a eu des moments où les manifestants entre eux, ou deux groupes de manifestants, commencent à se battre et ça devient extrêmement dangereux et où la police doit intervenir. Ce n'est pas non plus un travail facile. Donc moi, je condamne toute forme de violence policière, mais il faut aussi assurer l'ordre public. Que pensez-vous du traitement de la presse par certains politiques? Alors moi, je suis vraiment très profondément choqué de voir certains politiques attaquer les journalistes et attaquer la liberté d'expression, attaquer aussi d'ailleurs la liberté des chercheurs académiques, ou attaquer la liberté de création des artistes, parce que dans une société démocratique solide et florissante, on a besoin de tous ces contre-pouvoirs. La liberté de la presse, et j'en fais parfois les frais, j'ai parfois des journalistes qui me critiquent vertement, voilà, je l'accepte parce que ça fait partie d'une liberté fondamentale et qu'on doit l'accepter, et que je pense que s'attaquer aux journalistes, franchement, c'est s'attaquer au fondement de la démocratie. Beaucoup trouvent que le MR et ses actions récentes, comme les conférences ou les partenariats avec l'extrême droite française, sortent du cadre du cordon sanitaire. Votre avis là-dessus? Il y a clairement eu des violations du cordon sanitaire par certains membres et certains élus du MR. Malheureusement, on l'a dénoncé, mais malheureusement, c'est arrivé. Il y a eu des débats du président du MR avec le président du Vlaams Belang, ce qui est totalement contraire au cordon sanitaire. Il y a eu des élus du MR qui ont relayé des posts venant de l'extrême droite sur leurs réseaux sociaux. Ça aussi, c'est clairement une violation du cordon sanitaire. On constate donc qu'il y a un parti qui avait signé cet engagement et qui aujourd'hui ne le respecte plus. Pensez-vous que Georges Louis est populiste? Moi, très sincèrement, ça ne m'amuse pas de parler des autres, et je trouve que cette agitation permanente du président du MR pour attirer toute la lumière à lui et faire qu'on ne parle que de lui, c'est une stratégie dans laquelle je n'ai pas envie de rentrer. Je n'ai pas envie de rentrer dans son jeu. Donc oui, quand il y a des propos qui sont graves, comme des attaques contre les journalistes, crier sur un journaliste, attaquer les syndicalistes, décrédibiliser la culture, ça, il faut le dénoncer, mais il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Il faut continuer à défendre nos principes, nos valeurs, nos combats. Comment contrer la stratégie du MR basée sur la manipulation? C'est vrai qu'il y a souvent des manipulations de la part des partis du gouvernement, le MR, mais aussi la NVA, par exemple. Je prends l'exemple des malades aujourd'hui. Ils disent « Ah, il y a un quart des malades qui sont des faux malades ». En fait, c'est une manipulation complète. En réalité, il y a eu une enquête qui a été faite par l'administration qui a pris un échantillon de cas problématiques. Et dans cet échantillon de cas problématiques, il y avait effectivement un quart de cas problématiques. Mais ça, si vous prenez un inspecteur des finances, il va voir qu'il y a des déclarations d'impôts qui lui paraissent problématiques, il va faire une enquête et il va trouver des cas problématiques, forcément. Ce qui est tout à fait malhonnête intellectuellement, c'est à partir d'un échantillon de cas problématiques, de généraliser et de dire il y a énormément de faux malades. Non, il y en a quelques-uns, et dans ce cas-là, oui, il faut appliquer la règle, c'est normal. Si vous cotisez pour les gens qui sont malades, vous cotisez pas pour des gens qui sont pas vraiment malades et qui vont essayer d'en profiter. Donc ça, il n'y a pas de droit sans devoir et il faut appliquer la règle. Mais par contre, ce qui est scandaleux, c'est de jeter le doute sur tous les autres qui sont vraiment malades et qui sont malades parce qu'ils ont des conditions de travail extrêmement dures psychologiquement et qui craquent et qui tombent en burn-out, ou qu'ils ont des conditions de travail physiquement extrêmement dures, qu'ils ont mal au dos, mal à la nuque, mal aux articulations. Et donc, c'est la faute plutôt de l'organisation du travail qui crée ces maladies et non pas la faute des gens. Et donc ça, il faut continuer à le dénoncer. Et il faut continuer à faire en sorte, et ça c'est un vrai combat en permanence, qu'on parle de nos sujets et des sujets qui préoccupent vraiment les gens. Et donc pour moi, ça c'est vraiment fondamental et c'est la raison pour laquelle je ne réponds pas à 9/10 des provocations de la droite, c'est qu'eux, ils essayent de provoquer en permanence, ils organisent des conférences avec des instituts ou des personnalités proches de l'extrême droite, en espérant que ça va créer des incidents, et après, ils créent tout un bazar autour des incidents. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Moi, je pense qu'ils se réunissent. Tant qu'il n'y a pas de violation de la légalité, on les laisse faire. À la limite, on va à leurs conférences et on leur donne la réplique et on leur donne la contradiction. Je pense que c'est mieux que de les empêcher de s'exprimer parce que ça, après, ils jouent les martyrs et ça ne règle rien. Donc, qu'ils s'expriment tant qu'ils ne violent pas la légalité. Et par contre, on va leur donner la contradiction et on va surtout faire en sorte, et c'est ça le combat qu'on doit mener,
on ait tous ensemble la possibilité de faire en sorte qu'on parle des vrais sujets. Et les sujets que les gens mettent en avant comme leur première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat, c'est le travail, parce qu'ils n'arrivent pas à en trouver ou parce que leur travail est trop dur, c'est le logement, parce que c'est la crise du logement, c'est la transition climatique qui les inquiète. Donc c'est de ça qu'on doit parler, parlons de nos sujets, ne nous laissons pas entraîner par cette stratégie de diversion et d'écran de fumée que la droite essaye de créer en permanence. Que penses-tu de ton poulain d'Hermine comme bourgmestre de Charleroi ? Je pense que Thomas fait un super boulot. Il découvre le boulot de bourgmestre, comme je l'ai découvert moi 12 ans plus tôt. Donc au début, c'est pas toujours facile, mais c'est un vrai Carolo qui est vraiment passionné par sa ville. Il est là vraiment à temps plein, de tôt le matin jusque tard le soir, à essayer de régler un maximum de problèmes dans un contexte politique qui est très très difficile parce qu'il est vraiment mis sous pression par les autres gouvernements, par le gouvernement fédéral, par la région wallonne, et qui coupe les robinets, mis sous pression par les banques qui ne veulent plus financer toute une série de politiques. Et donc c'est un travail qui n'est pas facile, mais je le soutiens évidemment pleinement. Pourquoi le PS n'a pas freiné le sacrifice du Palais du Midi à Bruxelles ? Alors je ne connais pas très bien le sujet, mais de mémoire, effectivement, c'est parce qu'on fait cette liaison de métro, qui je pense est très très importante pour la mobilité à Bruxelles. S'il n'y avait pas le métro à Bruxelles, ce serait des embouteillages permanents et vraiment une totale catastrophe. Chaque fois que je prends le métro, je vois qu'il est vraiment bien bondé. Donc on a besoin de continuer à créer ces liaisons entre le nord et le sud de la ville. Et malheureusement, d'après ce que j'avais lu, la STIB considérait que ce n'était pas possible de creuser sous le palais tout en préservant le palais. Donc ça arrive. Moi aussi, comme bourgmestre, j'ai dû démolir des bâtiments. Ça fait jamais plaisir. C'est toujours une peine. Mais on essaye de le faire que quand vraiment c'est absolument indispensable pour l'intérêt général et ici pour la mobilité de tous les Bruxellois et toutes les Bruxelloises. Pourquoi avoir tué la rue de la Montagne à Charleroi, rive gauche, est-elle une erreur ? Non, je ne pense pas du tout. On n'a pas tué la rue de la Montagne. Elle était en train de mourir à petit feu, malheureusement. Et ce qu'on observait, c'est que les grandes enseignes qui étaient à la rue de la Montagne étaient en train de quitter le centre-ville. Elles allaient, pour ceux qui connaissent Charleroi, à Gosselies d'un côté, ou elles allaient à Malines de l'autre. Elles allaient autour du Cora, à Châtelineau, et donc la rue de la Montagne était en train de se vider. Et la seule raison pour laquelle on a fait un centre commercial dans le centre-ville, moi je ne suis pas un grand fan des centres commerciaux, j'y vais pratiquement jamais, mais c'est que ça a permis de maintenir les grandes enseignes au centre-ville, et qu'il y a donc encore des millions de personnes qui viennent en ville pour aller faire leurs achats. Sans ça, ils auraient été sur des grands centres commerciaux en dehors de la ville, et ça aurait vraiment tué non seulement la rue de la Montagne, mais tout le centre-ville. Pourquoi le PS n'a-t-il pas fait le travail de mémoire coloniale ? Alors s'il y a bien un parti qui a fait le travail de mémoire coloniale, c'est le Parti socialiste. Qui a restitué les œuvres d'art au Congo ? C'est nous, avec Thomas d'Hermine, à la politique scientifique. Qui a inscrit tout le travail de mémoire coloniale dans les programmes scolaires ? C'est nous, avec Caroline Désir à l'enseignement. On l'a fait aussi au niveau local. À Charleroi, moi j'ai donné, j'étais une des premières villes à donner le nom de Patrice Lumumba à une des rues de Charleroi. On a fait tout un travail aussi de critique de vieux bâtiments ou de monuments sur la mémoire coloniale pour bien expliquer tous les massacres que la colonisation avait portés. Donc on est vraiment à la pointe de ce combat et on va le rester. Pourquoi avoir scindé la SNCB ? Ce n'est pas le Parti socialiste qui a scindé la SNCB, donc moi je veux bien prendre toutes les responsabilités qu'on veut, mais je ne veux pas prendre celles des autres. Pourquoi avoir choisi le PS ? Alors moi quand j'étais tout jeune, je me sentais de gauche. Je sentais que j'étais porté par des grands combats de l'époque, ça remonte, mais la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'extrême droite. Et j'ai regardé un peu, j'ai été un peu dans tous les partis à l'époque de gauche. Et c'est quand même au Parti socialiste que je me suis trouvé le mieux. D'abord parce qu'il y avait des gens extrêmement sympathiques. Ensuite parce que qui sont devenus des amis, qui sont restés des amis 30 ans plus tard. Ensuite parce que c'est un parti dans lequel il y a un vrai débat interne. Ça se voit peut-être pas toujours à l'extérieur, mais franchement, c'est vraiment un parti où si vous arrivez avec vos idées, vous les défendez, on vous écoute, on vous respecte. C'est pas un parti militarisé. On peut vraiment débattre en interne. Et puis, quand on regarde l'histoire de la Belgique, quel est le parti qui a vraiment transformé en profondeur notre pays et fait que tout le monde ait le droit de vote, que tout le monde ait accès à la protection sociale, à la pension, à la santé, que tout le monde ait accès à l'école, que tout le monde ait accès à l'enseignement supérieur, qu'on ait défendu la lutte contre le racisme, la liberté d'avortement, etc., etc. Tous ces grands combats-là, c'est des socialistes qui les ont menés et qui ont gagné. Et donc, moi, je suis très fier de cette histoire. Et c'est en s'appuyant sur cette histoire extrêmement forte qu'on peut se projeter encore dans le présent et dans l'avenir. Quel élément déclencheur vous a rendu sensible aux luttes sociales ? Moi, ça m'est arrivé quand j'avais 14 ans et que j'étais à l'école et que tout d'un coup, on a commencé à parler de l'extrême droite et du racisme.
Et j'avais dans ma classe des copains qui étaient issus de l'immigration, d'origine marocaine, turque, italienne et autres. Et j'ai vu à quel point ils avaient peur. Ils avaient peur de voir que le racisme, qui jusque-là bon, était pas répandu dans la société, tout d'un coup pouvait s'exprimer librement, que des gens défendaient des opinions racistes, que des partis politiques défendaient des positions racistes. Et je me suis dit, c'est quand même d'une violence, mais absolument inimaginable. Et donc, voilà, je me suis engagé dans les mouvements contre le racisme, SOS Racisme à l'époque, la petite main qui défendait la liberté et l'égalité des droits pour toutes et tous, quelle que soit sa condition, quelles que soient ses origines. Et puis, autour de ça, bon, j'habitais aussi dans des quartiers populaires à Charleroi, donc j'étais vraiment frappé de voir les inégalités sociales au quotidien, de voir comment des copains qui habitaient dans ma rue, 3 maisons plus loin, avaient une vie difficile parce que leurs parents avaient perdu leur emploi, parce qu'il y avait des drames de famille, etc. Donc je le sentais dans ma chair. Ce n'était pas quelque chose que j'ai lu dans des livres, c'est vraiment dans ma vie quotidienne que j'ai vécu ces inégalités sociales et aussi ces discriminations, et que ça m'a porté vers l'engagement politique. La laïcité vous importe? Ah oui, moi je suis un grand laïc, je suis vraiment un grand défenseur de la laïcité, mais la laïcité ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les convictions religieuses. À titre personnel, moi je suis athée, agnostique, enfin, j'oscille entre athée et agnostique, mais je respecte totalement les personnes qui ont des convictions religieuses et qui ont des pratiques religieuses. Je pense que ça relève vraiment de la liberté de conscience et de la liberté personnelle. Et la laïcité ne doit pas être instrumentalisée pour être une manière de s'attaquer à l'une ou l'autre religion ou à l'une ou l'autre communauté. La laïcité, c'est simplement de dire que il y a une loi civile qui est la même pour tout le monde, ça c'est des principes qui sont les mêmes pour tout le monde, et il n'y a aucune religion, quelle qu'elle soit, qui peut imposer sa volonté contre la loi. Ça, c'est pas possible. Il y a une très belle phrase de Jaurès qui dit la laïcité, c'est quand la foi ne fait pas la loi. Moi, je respecte la foi, mais c'est une question de conviction personnelle, et la loi, ça doit être la même pour tout le monde, que les gens soient athées, musulmans, catholiques, juifs, protestants, peu importe. Chacun, en fonction de ses convictions religieuses, a ses propres valeurs personnelles, mais la loi, elle doit être la même pour tout le monde. L'enseignement, c'est pas plus reposant. Je reconnais que l'enseignement, c'est pas si reposant que ça, parce que essayer un jour de donner cours pendant 2 heures d'affilée devant 300 étudiants, et puis de corriger 300 copies pendant les vacances de Noël, vous verrez que c'est quand même un métier très éprouvant. Moi, je trouve vraiment détestable ce message qu'on entend parfois sur les enseignants, ils travaillent que 24 heures, etc. En réalité, les enseignants travaillent beaucoup plus que ça. Être enseignant, c'est préparer ses cours, c'est évidemment être face à ses élèves, c'est être présent à la garderie du temps de midi, c'est souvent être présent après les heures de cours pour discuter avec les parents, c'est aller aux réunions de parents, c'est préparer la fin de CIFER, c'est faire des réunions avec les équipes, c'est corriger les examens, les contrôles, etc., etc. Et donc la charge de travail réelle d'un enseignant, elle dépasse très 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 largement la charge des 24 heures, et beaucoup d'enseignants travaillent 40 heures, 50 heures, et donc je trouve vraiment totalement injuste cette espèce de caricature qui fait passer les enseignants pour un métier facile, pour une planque. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont vraiment la force, le courage, la conviction pour aller devant une classe d'adolescents qui sont parfois un peu difficiles, qui ont du mal à concentrer leur attention, et leur apprendre la beauté de la langue française, leur apprendre à calculer, leur apprendre l'histoire, leur apprendre les mathématiques, leur apprendre tout ce qui fait qu'on devient un citoyen qui peut pleinement s'impliquer dans la vie de la cité. Et donc, moi, j'ai le plus grand respect pour le métier d'enseignant, et donc je ne dirais jamais que c'est un métier plus facile qu'un autre. Au contraire, je pense que c'est vraiment un métier qui demande une implication totale. D'ailleurs, le burn-out, ça a été inventé pour les infirmiers et les enseignants. D'ailleurs, la maladie du burn-out, elle a été identifiée il y a une 50aine d'années dans 2 métiers, les infirmiers et les enseignants. Pourquoi? Parce que c'est 2 métiers dans lesquels on donne tout ce qu'on a, dans lesquels on donne son cœur, ses tripes, son intelligence, son émotion, pour accompagner les personnes qui sont malades ou pour accompagner les enfants, les adolescents. Et donc, c'est vraiment des métiers magnifiques, il faut les soutenir.